Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. Il y a d'un côté des manifestants, de l'autre nous n'en sortons pas. Et on se retrouve avec mes camarades de Regard sur l'actualité, Emma Novelle et François de Gasperi. Bonjour Emma, bonjour François. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui, on est en compagnie d'Emeline Baume, vice-présidente de la métropole de Lyon, pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité des regards. Et nous recevons donc aujourd'hui Emeline Baume, première vice-présidente à la métropole de Lyon chargée de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de la commande publique, avec qui nous reviendrons sur les grandes orientations des politiques publiques insufflées par les écologistes au pouvoir. Bonjour Emeline Baume. Bonjour. Alors vous êtes également élue locale écologiste depuis 2008, d'abord en charge des espaces verts et de l'économie sociale et solidaire dans le 1er arrondissement de Lyon, puis élue métropolitaine déléguée à l'économie circulaire et la prévention des déchets. Vous avez notamment porté la démarche territoriale Territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et pour commencer, nous aimerions revenir avec vous sur les grandes directions de la feuille de route des élus écologistes pour cette mandature. Alors, quels sont les grands axes structurants qui guident les investissements métropolitains en direction d'un modèle économique plus soutenable ? Alors, pour le territoire de la métropole de Lyon, donc 5 communes à peu près, un peu plus d'1,4 million habitants, le souhait de la métropole, pour faire simple, c'est de maintenir un cadre de vie acceptable pour toutes et tous. Donc, ce que ça veut dire, c'est concrètement transformer les mobilités avec un gros plan d'investissement qui est plutôt porté côté Citral, pour citer des exemples pratico-pratiques, les sujets des nouveaux trams qui vont vers Vaud, Saint-Fond, mais qui vont aussi traverser Villeurbanne. Sur le sujet mobilité, le sujet de l'adaptation des cœurs de ville, cœurs de village aux mobilités dites actives, donc piétons, vélo. Donc ça, c'est le sujet des voies lyonnaises, entre autres, qui a un gros volume financier. Deuxième sujet, c'est bien de se déplacer, mais c'est bien aussi de se déplacer pour aller quelque part. Le quelque part, ça peut être éventuellement pour travailler. Donc, se dire qu'on souhaite quand même qu'il y ait de l'économie de proximité dans tous les cœurs de quartier, tous les cœurs de village. Donc ça, c'est ce que je porte en propre. En gros, c'est racheter des mètres carrés en cœur de quartier et cœur de village pour maintenir des activités artisanales, commerciales, indépendantes ou implanter des structures de l'économie sociale et solidaire qui, dans le parc privé, ne peuvent pas s'implanter. Pour être concrète, c'est permettre à des acteurs économiques de se positionner dans de 50 à 110 euros du mètre carré, là où on est plutôt à 180 à 250 euros du mètre carré. Troisième sujet, le sujet du zéro artificialisation nette et le fait de racheter du foncier, soit pour maintenir des terres agricoles, terres vivrières, soit pour faire de la réhabilitation, rénovation de sites, dit autrement, faire la ville sur la ville, soit pour de l'économie productive, soit pour de l'habitat. Je fais vite, voilà. Alors Emeline Baume, vous le savez, on est sur Radio Anthropocène ici et on parle de plus en plus de redirection écologique, parfois de bifurcation, voilà. Puisque le terme de transition est aujourd'hui assez décrié. Oui. Et à ce titre, la métropole de Lyon, comment s'empare-t-elle de ce changement de terminologie ? Est-ce que c'est une inflexion de paradigme pour vous qu'on peut retrouver dans vos actions précisément ? Alors moi, je me suis bien approprié le terme de transformation. En tout cas, vous parlez à la vice-présidente qui a l'habitude, en tout cas c'est ma responsabilité, de faire et d'agir avec les acteurs socio-économiques. Le terme transition est trop doux, en fait, ça fait trop appel à de la substitution. Il n'y a pas de véritable changement de modèle économique. Quand j'utilise le mot transformation et donc pas bifurcation, ce que je laisse entendre aux acteurs, c'est qu'on va le faire ensemble et que de toute façon, ils n'ont pas le choix. La bifurcation, ça fait penser à une forme de révolution. C'est le terme qui avait été retenu dans le cadre des journées de l'économie. Alors c'est un terme plus fort de mon point de vue que transformation. Ceci étant dit, on bifurque, il y a une notion de mouvement, mais on ne sait pas forcément vers quoi. Donc ça parle aux convaincus, mais ça ne parle pas à celles et ceux, donc à des PME, PMI qui ne sont pas nécessairement convaincus et qui voient et qui n'ont pas vu, qui le voient maintenant, mais qui n'avaient pas forcément vu le mur de l'énergie, qui ne voient pas le mur de l'eau arriver, entre autres, et qui n'avaient pas non plus anticipé le mur des matières premières.
Et pardon, en quoi le mot transformation parle plus justement à... Transformation, en tout cas, c'est perçu comme on va le faire ensemble en fait. D'accord. On va le faire ensemble. Je décode, c'est en gros la puissance publique va mettre de l'argent, va éco-socio-conditionnaliser ces aides pour que vous alliez là. Et alors, comment concrètement on insuffle en tant qu'élu un récit de transformation et un projet de société qui porterait le renouveau quand dans le même temps on voit que les sujets qui affleurent dans le débat public, ça va être l'insécurité, la saleté, que d'autres se font encore le chantre d'un modèle d'attractivité territoriale. Comment concrètement on insuffle ce changement de vision ? Alors puis je rajoute dans votre état des lieux, alors même qu'il y a de très fortes disparités socio-économiques qui croissent. Je ne sais pas si on peut dire des disparités croître, mais bon bref, c'est surtout ça. En fait, le sujet, c'est de se dire, est-ce qu'on ne serait pas en train d'être dans une société à deux vitesses où il y a celles et ceux qui participent, je vais donner des exemples sur l'économie, qui participent à la Convention des entreprises pour le climat territorial qui va être lancée la semaine prochaine. Et on a des PME, PMI, TPE avec des hommes et des femmes et des équipes convaincues et qui pivotent vraiment. Et de l'autre côté, on a l'expérimentation France Travail. Je vous donne, après je vais vite sur le récit, l'expérimentation France Travail pour accompagner des hommes et des femmes qui perçoivent le revenu de solidarité active et pour lesquels on veut un accompagnement plus pour qu'ils puissent à moyen ou long terme retourner dans l'emploi, quel que soit l'emploi, j'ai envie de dire. Voilà. Le récit, pour moi, c'est la preuve par l'exemple. Donc, c'est l'exemplarité de nos achats publics. Je vais être très concrète. CF, une polémique qui est en ce moment à la ville de Lyon et qu'il n'y a pas côté métropole parce qu'on l'a bossé, ce sujet des vêtements et du textile. Dommage qu'on n'ait pas entraîné avec nous nos collègues de la ville. Voilà. Mais on essaye d'être au maximum exemplaire avec ce levier-là. Deuxième sujet, le sujet oui, ici et maintenant, on assume et on assure les activités productives et on les accompagne vers leur transformation. Et donc, sujet d'actualité, les perfluorés, se dire, voilà, nous, on n'a pas envie on ne dit pas aux gros industriels partez. Par contre, on leur dit principe de précaution, on lutte pour que l'État prenne ses responsabilités et on propose aux acteurs industriels qui décident territorialement. Il y a des acteurs industriels qui décident à l'échelle mondiale, donc on n'a pas prise dessus, mais ceux qui ont les niveaux de décision à l'échelle régionale et française, alors on a prise sur eux pour qu'ils fassent pivoter leur process productif. Je préfère vous donner des exemples pratico-pratiques. Troisième sujet dans le récit de l'eau, qui est très très bien porté par ma collègue Anne Gros-Perrin, en commençant par le retour en régie publique pour faire passer ce message du commun. Mais ce message du commun, il s'adresse autant aux consommateurs derrière son robinet et d'abord et avant tout vers les acteurs productifs, donc les industriels, mais aussi les agriculteurs, de dire voilà, là on a du risque en fait sur l'eau, on a du conflit d'usage, on n'en parle pas autant qu'en Palestine, mais on a du conflit d'usage, il va aller croissant, comment on organise ça? Heureusement qu'on est en régie publique et on s'est donné un moyen. Le récit, il est comme ça, c'est quel outil on mobilise pour faire commun et pour ensuite gérer ensemble les crises. Ce que je regrette à titre personnel, et c'est personnel, c'est que les écologistes sont en situation de responsabilité depuis juillet 2020 et on est en situation de gestion de crise. On n'est pas en situation de aller vers un avenir meilleur et d'être sur un beau récit. C'est comment on gère la crise ensemble pour le respect de chacun et chacune. Et dans le chacune, il y a le vivant, mais il y a aussi celles et ceux qui ont des inégalités et des précarités qui augmentent chaque jour. Et si je peux me permettre, tout à l'heure on parlait de bifurcation et transition, ça amène aussi sur un autre terme, la gestion de la crise, c'est l'adaptation. Ouais. Comment est-ce que vous allez sur cette thématique-là ? Alors, sur le sujet de l'adaptation, il y a un gros sujet qui est porté par mon collègue Pierre Athanase, qui est d'accepter de rendre vivable notre milieu urbain très bitumé, donc la végétalisation, voilà. Donc là, il y a un gros accent sur les achats publics, sur la transformation des espaces publics pour accueillir, et dans nos copros, beaucoup d'arbres et les bons arbres au bon moment. Voilà. Ceci étant dit, il y a aussi l'accompagnement porté plutôt soit par Renaud Père, soit par Béatrice Vessillier, de la transformation des bâtis aussi. Alors là, pour le coup, c'est très tarte à la crème, parce que ça fait des années qu'on en parle, mais au moins on le porte, le sujet de la rénovation, pour le confort autant d'hiver que d'été, et de rendre vivable notre territoire urbain tout le temps, partant du principe que la majorité des gens, c'est un lieu commun, mais c'est très peu dit, ne partent pas l'été et qu'on a des périodes chaudes de plus en plus longues. Donc de toute façon, il faut faire ensemble, et partant du principe aussi qu'on a un vieillissement de la population qui est encore plus sensible que vous et moi à ces températures élevées.
Et justement, en fait, sur cette question de mobilisation des citoyens, je reprends l'exemple de la rénovation énergétique. En fait, entre incitation et contrainte, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs privés ou même les acteurs économiques, justement à engager ces démarches de rénovation, de transformation? Alors, 2 exemples sur le mode incitation-contrainte. Incitation, il y a le dispositif Éco-Rénov de la métropole qui s'ajoute, c'est de la subvention vers les habitantes et habitants qui s'ajoute à un dispositif d'État avec un bonus si vous faites votre rénovation en bio ou géosourcé. Voilà. Deuxième exemple, plutôt contrainte. Tous les promoteurs qui sortent des nouveaux logements sur le territoire sont obligés de signer et de respecter les critères de ce qu'on appelle la charte habitat durable, dans lequel il y a ces sujets de confort d'été, d'hiver, ces sujets de solarisation, donc du photovoltaïque, les sujets du bio-géosourcé et du réemploi. Alors, vous déclariez en 2021, je rêve qu'on puisse produire dans la métropole tout ce qu'on utilise au quotidien. Alors, comment concrètement la métropole opère-t-elle, sachant que dans le même temps, des chercheurs comme Sabine Barle, par exemple, énoncent le fait que le fait métropolitain en fait, n'a été rendu possible que par l'externalisation de son métabolisme territorial. Je fais le geste de la concentration. En fait, la métropole de Lyon, mais les autres métropoles, elles se sont construites sur une attractivité qui était basée sur le fait d'avoir les centres de R&D et le tertiaire, en fait, en cœur de ville, et avoir, en gros, les ingénieurs en cœur de ville et repousser sur les extérieurs. Donc, ne pas avoir de productif sur notre territoire et avoir du productif, pour faire très caricatural, en Europe de l'Est et en Asie. Et là, ce qu'on souhaite, ce que j'exprimais à ce moment-là, c'était d'accélérer en moins à minima sur les filières bâtiments, travaux publics, alimentaires et textiles qui sont et puis mobilité aussi, nos filières d'activité économique prioritaires, des capacités de réparation sur le territoire, ou dit autrement d'allongement de la durée de vie. Et donc c'est ce qu'on fait en maintenant du productif, c'est-à-dire qu'on analyse filière par filière, on a mesuré ce qu'on appelle l'empreinte matérielle du territoire et on a choisi de faciliter l'implantation ou le développement d'entreprises qui sont uniquement sur ces filières-là et sur ce sujet-là d'allongement de la durée de vie ou au pire de réemploi et de reconditionnement. C'est vraiment le cas pour le vélo avec le cas du Grand Plateau à Villeurbanne. On est en train de le faire pour l'alimentaire avec des sites de transformation puisqu'on a déjà des sites de production sur les extérieurs. Et sur le BTP, on est en train de le construire avec des plateformes de massification et de requalification et de réemploi d'objets de seconde œuvre, pour faire très simple. Alors le territoire métropolitain lyonnais, ce n'est pas une île, et j'aimerais vous interroger sur la question de la frontière. Comment concrètement vous travaillez et vous pensez à un travail métropolitain au-delà de ce seul périmètre administratif, je pense aux questions d'agriculture, d'eau, qui dépendent d'échelles qui transcendent le simple périmètre administratif. Tu as complètement raison. Première chose, on a des scènes, des lieux ressources en fait, qui permettent de dialoguer avec les collectivités autour. Donc je pense à l'agence d'urbanisme. C'est-à-dire que l'agence d'urbanisme qui publie des tas d'études fort intéressantes à la demande soit de la métropole, soit des territoires voisins, c'est considéré comme une scène, si ce n'est de coopération, au moins un point ressource où on peut se dire effectivement sur l'eau, on est tous d'accord, il y a un sujet, machin. Deuxième sujet, l'agence de développement économique de la région lyonnaise, donc dit autrement la DERLI, c'est un autre objet de coopération. Jadis, c'était un objet où en gros on se répartissait les prospects et si possible 99% des prospects sur la métropole de Lyon et sur la zone centre à Pardieu et dans le 7e. Et là, on l'a dit publiquement, donc vous pouvez retrouver des traces. En fait, on discute vraiment avec l'ensemble des territoires qui font partie de la DERLI, mais qui sont bien les extérieurs de la métropole de Lyon, pour se répartir un peu les entreprises qui veulent s'implanter ou nos entreprises qui veulent se développer, où est-ce qu'elles vont en fonction des compétences, des talents et du foncier disponible, en ayant en tête le zéro artificialisation nette. C'est pas suffisant, il faudrait plus et mieux coopérer à l'échelle régionale, parce que je rappelle qu'il y a 2 outils vitaux, c'est le schéma régional d'aménagement du territoire, pour faire simple, le SRADET, et puis il y a le plan régional normalement pour une économie circulaire, mais qui n'existe pas du tout. Eh bien, merci beaucoup, Emeline Baume. Malheureusement, on manque un petit peu de temps pour continuer cet entretien passionnant. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente de la métropole de Lyon. À très bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.